Bonjour à tous, alors merci d'être venus aujourd'hui pour m'écouter. Donc je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Jérémy Chiradam, je suis data scientist à la Fédération française de rugby, donc depuis maintenant 8 ans, et je fais partie du département d'accompagnement de la performance. Et je suis aussi maintenant depuis 3 ans, j'ai eu l'occasion du coup d'intégrer le staff de l'équipe de France. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'utilisation des données à la Fédération française de rugby sur tout ce qui va tourner autour de la performance. Comment on va servir de la donnée, notamment de la data science, pour essayer de forcément mieux performer. Alors on ne voit pas mon PowerPoint, j'ai l'impression, sur les écrans. Si, ah c'est bon, ça arrive. Parfait. Donc voilà, ça c'est mon département, donc le département d'accompagnement de la performance, c'est-à-dire qu'il va regrouper en fait différents secteurs, 4 principaux, un pôle préparation physique, un pôle analyse de la performance, plus tactique, une partie accompagnement des staffs et préparation mentale, et une partie recherche et développement, accompagnement scientifique. Et au final, la cellule data, elle est, on va dire, en parallèle de ces 4 entités, puisqu'en fait on échange très régulièrement, même tout le temps, avec ces quatre unités, que ce soit avec les préparateurs physiques, les analyses vidéo, les préparateurs mentaux, les coachs, les chercheurs, etc. Donc l'objectif de département et de mes missions au quotidien, c'est d'essayer justement d'accompagner les différentes équipes de France, parce qu'on parle souvent du 15 de France, mais on a une douzaine d'équipes de France de rugby, dans leurs projets de performance, en leur donnant les moyens technologiques, les moyens scientifiques et les moyens humains pour arriver à leurs objectifs. Donc notre rôle, notamment concernant la cellule data, ça va être dans un premier temps surtout de favoriser l'environnement d'analyse des différents staffs. Ils sont très nombreux, comme je l'ai dit, il y a une douzaine d'équipes, donc on ne peut pas forcément se démultiplier sur toutes les équipes, donc c'est essayer de pouvoir les rendre les plus indépendants possibles et surtout qu'ils soient capables de répondre de par eux-mêmes à l'ensemble des problématiques qu'ils ont au quotidien. Donc pour ça, ça va passer par la mise à disposition de données et la mise à disposition également d'outils d'analyse qui leur permettent d'être flexibles aussi par rapport à leurs besoins. On va aussi avoir une partie un peu répondre aux questionnements, donc c'est-à-dire que les différents interlocuteurs vont venir nous solliciter pour avoir des réponses, on va dire, aux interrogations qu'ils vont pouvoir avoir dans leur pratique quotidienne. On va échanger avec eux de par forcément des indicateurs chiffrés, mais aussi de par la vidéo qui va être forcément très importante pour faire passer les messages. Et on a aussi une démarche d'accompagnement et d'animation, on va dire, d'un côté un peu scientifique et recherche, d'effervescence qu'il y a au sein de la Fédération française de rugby, avec un observatoire du jeu et un développement de nouvelles méthodes d'analyse qui peuvent, encore une fois, aider les équipes de France. On fait beaucoup de recherche, mais de la recherche vraiment appliquée, que ce soit pour améliorer la performance physique par la préparation physique, ou que ce soit pour l'analyse du jeu avec de nouvelles métriques qui voient le jour régulièrement. Donc pour décrire en fait les différents champs d'action sur lesquels on va intervenir en tant que data scientist, donc on va forcément travailler beaucoup sur l'analyse de la performance, qu'elle soit tactique ou physique, ça va être le principal champ, mais ça va se décomposer en plein aussi sous-champs. On va aussi forcément travailler avec les préparateurs physiques sur l'analyse des exigences physiques, le suivi de la charge de travail pour essayer d'optimiser au mieux l'état de forme des joueurs, la prévention des blessures, tout est forcément très lié. Aussi sur la partie scouting, tout simplement pour la détection des jeunes joueurs ou des hauts potentiels, hein, comme les exemples qu'a pu vous présenter Adrien ce matin pour ceux qui étaient là. Et aussi sur tout ce qui va être analyse du jeu, préparation tout simplement du prochain match, du prochain adversaire. Donc voilà un peu le différent cadre des différents sujets qu'on va être amené à traiter. Donc pour ça, quel type de données on a à disposition? Et ben en fait, elles sont de plus en plus multiples. Alors on a tout ce qui va provenir de codage vidéo, donc qui sont faits soit par nos analystes vidéo en interne, soit par des fournisseurs de données sportives. Donc à savoir qu'en fait tous les matchs de télévisés en gros sont découpés, alors manuellement par des personnes qui vont détecter à chaque fois qu'il y a une touche, une passe, un plaquage et qui vont ensuite le qualifier de plaquage réussi, etc. Et après il va y avoir aussi bien plus d'événements qui vont aussi être contextualisés par rapport à un projet de jeu, etc. Ça va forcément être une source de données importante pour nous, notamment pour la partie tactique, analyse du jeu. Ensuite, autre source de données hyper importante, tous les joueurs pendant les entraînements et pendant tous les matchs ont aussi des capteurs GPS, donc un tout petit capteur comme ça,
qui pèse vraiment pas grand-chose, mais qui permet de tirer beaucoup d'informations, que ce soit sur tout ce qui va être déplacement, donc des distances à différentes intensités, ce qui va être maintenant, il y a des algorithmes qui permettent de quantifier le nombre de contacts, le nombre de sprints, reliés aussi avec des cardio-fréquences-mètres, etc. Enfin, il y a plein d'indicateurs qui vont nous permettre de juger un peu de l'état de forme du joueur, donc que ce soit des questionnaires, des tests, des suivis d'hydratation, même des marqueurs biologiques. On fait des prises de sang aux joueurs à J+2 pour savoir comment ils ont pu récupérer du précédent match, etc. Donc il y a plein de choses en gros qu'il va falloir justement collecter et organiser pour en tirer une information utile pour les différents staffs qui ont forcément beaucoup de choses à gérer et qui n'ont pas forcément la formation ou la capacité de s'occuper de toutes ces données. Donc ça va être nous, notre travail, d'essayer de leur simplifier la vie là-dessus. D'autant qu'il y a de nouvelles données qui arrivent de plus en plus. On a eu notamment les protège-dents connectés. Maintenant, on a une petite puce dans le protège-dents qui permet d'avoir encore une fois les contacts un peu que subissent le joueur. Ça rentre aussi dans les protocoles un peu de suivi de potentielle commotion, enfin d'identification de potentielle commotion, et ça rentre aussi pour nous d'une certaine manière dans une gestion de la charge de travail du joueur, donc c'est important aussi à considérer, notamment pour l'aspect santé, et aussi les ballons connectés. On a aussi une puce sur les ballons, donc là les prochains matchs qu'on va faire à la tournée d'automne, ce sera des ballons connectés aussi, donc il y a une puce dans les ballons qui permet d'avoir plein d'informations sur les distances de passe, la vitesse de rotation du ballon, la longueur des jeux au pied, si la touche est droite, etc. Donc il y a plein d'informations, encore une fois, qu'on va venir récupérer pour répondre à nos besoins. Donc là, exemple simple, qui correspond au final à mon quotidien quand je suis avec l'équipe de France, c'est d'analyser notamment un prochain adversaire. Donc pour ça, en fait, on se pose globalement 4 grandes questions tout au long de la semaine, alors que ce soit de par l'analyse des données, mais aussi les coachs, les analystes vidéo, les préparateurs physiques. Les 4 grands thèmes, ça va être de se demander, avoir une analyse descriptive en se demandant qu'est-ce qui s'est passé, essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce qui va se passer et comment faire que ça se passe pour le prochain match. Donc c'est un peu les questions qu'on se pose, où on essaie de répondre de manière directe ou indirecte. Et avec l'analyse de données, on peut rajouter des thèmes supplémentaires à ça, qui n'étaient pas forcément trop explorés jusqu'à présent. Ça va être de se demander aussi qu'est-ce qui aurait dû se passer. Un exemple concret, parce que ce qui va être intéressant justement, avant de vous montrer les angles, c'est que pour analyser la performance, c'est bien aussi de comparer ce qui aurait dû se passer et ce qui s'est réellement passé. Ça donne encore une fois une couche d'information qui peut être intéressante. Un exemple concret, quand on va regarder le déplacement des joueurs, donc maintenant c'est vrai que dans tous les sports et dans tous les clubs de rugby, on a toujours des jolis rapports GPS qui nous disent voilà, le joueur il a fait tant de distance à la fin du match, il a fait tant de distance à haute intensité, il a fait tant de sprints, etc. Mais au final, comment on l'interprète tout ça? Est-ce que s'il a fait plus, c'est forcément mieux? Pas forcément. Donc du coup, on va essayer d'apporter un peu du contexte à ces données-là. Et vous qui, pour la plupart, travaillez les données, j'imagine, au quotidien, vous voyez probablement là où je veux en venir, mais où on va dire les personnes qui pratiquent n'avaient pas forcément trop cette notion-là. Mais forcément, l'activité des joueurs va être forcément influencée par le jeu qu'il y a pu avoir. S'il y a eu beaucoup de jeux au pied, forcément, les joueurs vont beaucoup se déplacer. Si les rucks ont été assez rapides, il va y avoir beaucoup de choses. Si on a un joueur qui est rentré dans les 5 dernières minutes et qu'il a passé uniquement 5 minutes à défendre devant sa ligne, c'est normal qu'il n'ait pas beaucoup couru. Il a eu beaucoup plus d'activité de combat. Et donc pour ça, en fait, on fait des modèles de prédiction qui nous permettent, en fonction de tout ce qui s'est passé sur le terrain au moment où le joueur était présent justement sur ce terrain, d'évaluer, en fonction aussi du travail qu'on lui demande, d'évaluer en fait l'activité qu'on s'attend à avoir de ce joueur-là. Et là, du coup, en comparant ce qu'il a réalisé et ce qui est prédit par le modèle, on a déjà une meilleure indication de réellement sa performance. Donc c'est vraiment un peu sur ce genre de choses aussi qu'on intervient, au-delà de mettre en place des rapports, etc. C'est de fournir des petits insights comme ça qui permettent aux préparateurs physiques, par exemple, ou aux coachs, de mieux interpréter ces données. Autre exemple concret, assez simple, si on va regarder les tirs au but, donc chaque point ici, on compare 2 joueurs, chaque point correspond aux tentatives de chaque joueur, quand c'est vert, c'est positif, il a réussi à la mettre entre les poteaux et à transformer soit la pénalité ou l'essai.
et quand c'est rouge, bien entendu, il a manqué. Si on compare de manière très brute comme ça deux joueurs, on regarde le taux d'efficacité de l'un, de l'autre, on voit que l'Irlandais Sexton a un meilleur taux d'efficacité que le Français, 88 versus 85, mais au final, encore une fois, on a une réponse qui est incomplète. Aujourd'hui, c'est vrai que ce qui a été fait, c'est qu'on comparait juste ces taux d'efficacité. Mais en regardant et en prenant en compte la position où ils sont tentés sur le terrain, ce qui paraît quand même pas forcément très complexe, on peut calculer en fonction du coup de l'angle et de la distance ce qu'on appelle un expected point ou expected goal qui nous permet d'estimer en fait un joueur de moyen, enfin de haut niveau, il devrait être à tant de pourcentage. Et donc du coup, ce qui va nous intéresser, c'est de comparer la différence entre le pourcentage réalisé et le pourcentage attendu pour vraiment interpréter la performance. Et là, on voit que du coup, le Français, il a peut-être pas forcément surperformé, enfin, il n'a pas moins performé que l'Irlandais, ça pourrait même être un peu meilleur. Autre exemple, donc là on l'a appliqué aux données physiques, on l'a appliqué au tir au but. Alors je ne sais pas si la petite vidéo va marcher, on va essayer. Tac. Mais un autre exemple qu'on peut avoir, c'est qu'en fait on peut appliquer ce type de méthodologie à absolument tous les événements qu'il y a dans le jeu. Donc pour faire écho un peu à ce que disait aussi, il n'y a pas les petits chiffres qui se lancent à droite, c'est pas grave. Pour faire écho aussi à ce que disait Adrien dans sa présentation tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut penser que dans ma tête, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent lors d'un match sur les données physiques, mais en réalité, c'est plus ces chiffres-là qui se passent. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque événement de match, on a des valeurs, on a en fait une chance de marquer des points et un risque de concéder des points. Et donc en fait, quelle que soit la situation, en fait, d'un temps de jeu à l'autre, d'un ruck à l'autre ou d'un jeu au pied, etc., on va voir si on passe dans une meilleure situation, dans une moins bonne. Et ça va nous permettre énormément de choses, notamment d'évaluer des choix de jeu et d'établir des stratégies à mettre en place. Donc globalement, le terrain, pour moi, il ressemble plus à ça, c'est-à-dire qu'en fait, on a nos chances de marquer et notre risque de concéder des points, qu'on soit en attaque et en défense, et ce qui va nous permettre, ça c'est des choses qui ne sont pas forcément encore trop faites pour l'instant dans le rugby, mais qui nous permet, nous, de nous aider, on va dire, dans l'évaluation de notre performance, en identifiant des sur- ou sous-performances, et surtout en évaluant différents choix de jeu contre différentes équipes, etc. Ça offre une infinie possibilité d'analyse par la suite. Et en fait, ce qui est retranscrit derrière au staff, aux joueurs, alors après, on a différents niveaux, hein. Il y a des staffs et des coachs qui vont poser beaucoup de questions, qui vont avoir besoin de comprendre tout ce qu'il y a derrière, d'autres qui vont juste avoir besoin de la couleur, mais en fait, on va vraiment simplifier les messages. Là, par exemple, c'est un type d'analyse qui est très régulièrement fourni aux joueurs de l'équipe de France, où on va juger les différents types de jeux au pied, qu'on appelle, et voir comment nous on se situe par rapport aux autres et comment l'adversaire aussi se situe. Et en fait, on simplifie cette information qui est un algorithme à base de gradient boosting, etc. Ça, forcément, je le passe pour les joueurs, juste à une échelle de couleur, à voir si c'est bien, moins bien, etc. Et après, si un joueur ou un coach a besoin d'avoir plus d'informations de comment c'est construit, etc., on va être en mesure de lui répéter. Mais il y a énormément d'informations qui sont fournies notamment aux joueurs lors d'une semaine de préparation de match, donc il faut essayer de minimiser le plus possible la charge d'information et simplifier. On essaie de faire des modèles les plus performants possibles derrière, mais simplifier au plus possible ce qu'on va leur transmettre. Autre exemple, parce que c'est vrai qu'au final, notre travail, ça consiste beaucoup à résumer l'information. Quand on va préparer un match, forcément, on va se baser sur les 5-10 derniers matchs d'une équipe. Sauf que forcément, selon l'analyse qu'on va faire, si on fait le cumul de 5-10 derniers matchs, ça va être très complexe. Donc là, par exemple, c'était tous les jeux au pied que l'Australie avait fait sur les 7 matchs précédents le match qu'on allait jouer. Donc effectivement, assez difficilement compréhensible. Et de ça, en fait, on met à disposition, nous, des coachs, pas forcément ce cumul, mais des tableaux de bord qui, derrière, vont avoir différents algorithmes, donc à base tout simplement de différents clusterings, et qui permettent de résumer l'information. Donc de résumer un jeu au pied, un mapping du jeu au pied moyen des Australiens, ce qui peut paraître déjà assez complexe, mais quand on a l'habitude, on l'interprète plutôt bien. Pour la petite histoire, et ça fait aussi écho et ça laisse à relativiser aussi sur notre métier, c'est que ça, c'était notre mapping du coup des Australiens. On s'attendait à ce qu'ils jouent comme ça. Donc au final, les conclusions, c'est qu'il y avait très peu de jeux au pied quand même pour un match. Et au final, eux font la même chose, hein. Ils nous analysent et inversement donc. Et en fait, ils ont énormément tapé au pied. Ils n'avaient pas fait ça depuis plus de 10 ans. Donc ça montre bien en fait qu'on essaie nous de se baser sur des informations passées avec les données pour essayer de prédire ce qui va se passer dans l'avenir, mais forcément il y a toujours une marge qui est flexible parce qu'on travaille sur de l'humain et forcément chacun a sa stratégie. Donc c'est ça qui est intéressant, on essaie de prévoir les choses tout en sachant qu'il y a de bonnes chances que ça ne se passe pas exactement comme on l'a prévu.
Autre moyen un peu de résumer l'information, ça au final c'est un exemple tout simple de la position du ballon tout au long du match. Donc en gros on représente là où se situe le ballon avec en haut c'est près de la ligne d'essai adverse, donc plutôt positif, et en bas près de notre ligne d'essai. Donc c'est ce qui nous permet en fait d'avoir un premier regard, c'est la première page globalement du rapport de match, où on a un premier regard sur ce qui s'est passé, en match. Donc c'est des choses qui sont très simples, sur lesquelles on va apporter un peu de contexte pour essayer de mieux l'interpréter, et qui va aider ensuite à élargir les discussions sur des éventuels temps forts, temps faibles. On va faire des allers-retours avec ce type de graphique et la vidéo pour essayer de comprendre là où on a pu avoir une bonne performance ou une mauvaise, à certains moments peut-être clés du match. En parallèle de ça, on a d'autres graphiques qu'on ne montre pas forcément toujours, que ce soit au staff ou au coach, enfin au coach ou aux joueurs, je veux dire. C'est toujours, on va dire, des choses qu'on va faire selon le contexte. On a notamment l'évolution de la probabilité de gagner le match au cours justement de celui-ci. On voit que nous, c'était la courbe noire. L'autre équipe, c'était la courbe violette. Donc ça nous permet, même en live, d'avoir un peu des indications, même si en soi, c'est une indication, mais qui donne pas forcément qui aboutit pas à des décisions ensuite par exemple sur le coaching, mais c'est des informations qui peuvent être intéressantes encore une fois pour discuter en retour de match. Et on a aussi d'autres choses qui nous permettent de cumuler le nombre d'actions et le nombre d'occasions que chaque équipe un peu s'est créé au cours du match. Donc en fait, on voit qu'on a plein d'insights un peu à droite à gauche. Il y en a certains qu'on va regarder de manière vraiment continuelle, sur lesquels on va regarder l'évolution d'un match à l'autre, et d'autres, on va dire qu'on a plus dans une boîte à outils et qu'on va fournir en fonction des différents besoins. Autre aspect que j'ai pas évoqué, l'aspect mental, et bien ça aussi on essaie de le quantifier comme on peut. En fait, de par notamment des questionnaires, on vient essayer de juger au plus possible au cours d'un match le rapport de force psychologique entre notre équipe et l'adversaire. Donc les joueurs ont répondu à des questionnaires, il y a des pondérations, il y a un système forcément un peu d'algorithme avec l'écart au score, avec le temps de jeu qui reste, avec le niveau d'écart entre les deux équipes, etc., qui nous permettent d'essayer de quantifier, on va dire, le rapport de force psychologique entre nous et l'adversaire. Ça nous permet de deux choses. Ça nous permet déjà de préparer le match en regardant les anciens rapports de force psychologique des autres adversaires et de voir d'identifier peut-être certains moments clés sur lesquels ils ont on va dire, plus tendance à craquer ou au contraire à revenir. Donc c'est essayer de discuter un peu par rapport à ça, et oui, c'est surtout ça, c'est surtout en fait des graphiques et des indications qui en fait sont des moyens de support à l'échange et à la communication. En fait, on a des réunions avec les joueurs de l'équipe de France sur la stratégie, sur comment ils ont ressenti le match, comment aborder le prochain match, et on essaie toujours de tout construire, que ce soit le staff et les joueurs ensemble, et en s'appuyant sur certains éléments chiffrés, etc., mais juste, on va dire, pour alimenter la discussion. Encore une fois, je vous parle de beaucoup de chiffres, hein, c'est mon métier, mais c'est vraiment un élément parmi tant d'autres. Il y a énormément d'autres éléments dans l'accompagnement de la performance qui sont primordiaux, hein, sur la récupération, sur la nutrition, sur la préparation mentale. Et en fait, c'est en essayant d'optimiser un peu tout ça, dans l'échange, notamment avec les joueurs, qu'on va essayer de tendre à quelque chose de profitable. Autre exemple, pendant le live, donc c'est-à-dire pendant le match, on a une organisation qui est assez protocolaire, qui est assez serrée. Donc contrairement à peut-être à d'autres sports où on voit juste l'entraîneur en bord de touche, etc., avec des assistants dans les tribunes, nous dans le rugby on a la particularité d'être pour la plupart du staff du coup dans ce qu'on appelle une coach box, et où du coup on est une dizaine, même entre 11 et 12, à travailler du coup sur le match, à échanger avec des talkie-walkie aux différents kinés qu'il y a tout autour du match, au coach qu'il y a également en bord de terrain. Et on a forcément du coup toute une organisation avec des PC, avec la connexion à la vidéo, des statistiques qui nous arrivent en live de par nos fournisseurs de données. Alors c'est pas exactement en live, c'est plus du semi-live dans le sens où on les a au bout d'1 ou 2 minutes par rapport à ce qui se passe sur le terrain, mais ça permet déjà de construire un peu des insights, encore une fois, voir si ce qu'on avait prévu se passe comme ça, s'il y a de nouvelles choses un peu qui apparaissent. Mais honnêtement, on s'en sert surtout pour construire des rapports, etc. Mais c'est assez peu utilisé directement dans le live. Parce que après, il y a faut être capable aussi d'ingérer un peu l'information, de la retranscrire. Et les joueurs, les coachs préfèrent être plus sur le sensationnel à ces moments-là.
Et enfin, tout ça, toutes ces analyses un peu que je vous présente depuis tout à l'heure, on essaie surtout effectivement de les mettre en forme pour qu'ils soient les plus accessibles possibles pour les coachs et surtout plus flexibles. Donc là, on utilise tout simplement des applications Power BI. On développe une application Power BI pour chaque équipe de France, parce que chaque équipe de France, même s'il y a des similarités, a son projet de performance en fonction de son contexte, etc. Et donc du coup, c'est des choses qui sont hyper flexibles. Si un coach nous demande à 3 heures du mat de changer tel filtre parce qu'il voudrait regarder, etc., on n'est dépendant d'aucune personne ou d'aucune société extérieure. On peut le faire sans aucun problème, d'autant qu'on travaille forcément dans le monde entier. Donc avec le décalage horaire, etc., on a pas mal de contraintes à ce niveau-là. Donc ce qui nous permet d'être exactement flexible, de lier aussi au tableau de bord statistique la vidéo, qui est forcément important pour l'aide à l'interprétation. Une des dernières, mon avant-dernière slide, je vais essayer de faire vite, c'est qu'aujourd'hui on a des données événements, donc en fait on sait ce qui se passe autour du ballon, quel joueur a le ballon, un tel fait la passe à un tel, etc. Lui tape au jeu au pied, on a les données GPS de notre équipe, mais ce qui nous manque, contrairement à la vidéo qui est ici, c'est en fait d'avoir le tracking de tous les joueurs sur le terrain. Ça, c'est quelque chose qui nous manque parce que c'est trop complexe, on va dire, d'avoir un computer vision qui fonctionne assez bien. Ça nécessite du recodage manuel. Et aujourd'hui, c'est une vraie limite qu'on a. Donc, on travaille là-dessus, notamment avec le commissariat de l'énergie atomique, pour essayer avec leur département computer vision, pour essayer justement d'avancer un peu sur ce tracking vidéo, d'obtenir les 30 points sur le terrain, qui nous permettrait encore plus d'analyse. Et donc du coup, pour résumer, pourquoi on utilise la data science? Pour traiter des données de plus en plus complètes, comme on l'a vu, il y a de plus en plus de sources. On essaie d'optimiser le plus possible notre temps et surtout celui de nos différents interlocuteurs, d'objectiver des a priori, d'avoir des vrais indicateurs chiffrés et pas uniquement du ressenti, d'identifier des informations pertinentes dans des grands jeux de données, de construire encore une fois de nouvelles métriques d'analyse qui peuvent servir à la performance et de rendre les données exploitables pour tous. Merci à vous. Alors on a peut-être le temps pour une ou deux questions, si vous en avez. Ah, au fond. Comment? Ouais. Ouais, elles sont en temps réel, les données physiques. Elles sont retéléchargées par la suite, ce qui améliore un tout petit peu la précision de certaines données, comme la vitesse max, des choses comme ça, mais ouais, c'est du temps réel. Ça nous permet sur l'entraînement, ou surtout sur l'entraînement en match, assez peu, mais sur l'entraînement, de pouvoir justement faire des compensations en plus, et réguler un peu, faire sortir des joueurs, etc., quoi. Ouais. Ouais, alors le degré d'acceptation des joueurs c'est toujours assez complexe, mais en fait on les inclut vraiment dans la démarche, quoi. C'est vraiment des choses où on leur propose, on a des réunions qu'on appelle des réunions notamment cadres de jeu, où on leur présente des choses statistiques, mais certaines qui, voilà, ça vient, on va dire aussi renforcer ce qu'ils peuvent penser. C'est des choses objectives qu'on mesure, on n'invente rien. Et donc du coup c'est surtout une discussion avec eux, mais c'est pas une finalité en soi. Donc c'est vraiment de l'aide à la décision pour les coachs et pour les joueurs. Donc les joueurs après effectivement sur tout ce qui va être données physiques, notamment le capteur GPS, etc. Maintenant ça fait 10-15 ans que c'est utilisé, donc ils sont tous maintenant habitués depuis le début de leur carrière à avoir justement ces données GPS, et ils savent que ça fait partie de la vie d'un sportif de haut niveau, donc c'est pas un problème, c'est complètement accepté maintenant. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été changées dans des tactiques, par exemple, dont vous vous souvenez, parce que vous avez montré quelque chose de grâce à Ouais, il y a un exemple qui en plus un des premiers quand j'ai intégré le staff, c'est qu'en fait le coach Fabien Galtier avait l'impression que globalement, au bout de 40 secondes, on avait trop de chances de perdre le ballon. 40 secondes où on avait le ballon, on avait trop de chances de le perdre, donc fallait s'en déposséder au pied. Donc il est parti là-dessus. J'ai regardé avec les données, est-ce que ce seuil de 40 secondes est vrai? Pas du tout. Il n'y avait rien qui ressortait, donc j'ai essayé de questionner s'il y avait un autre seuil effectivement qui venait un peu dans ce sens-là. Pas plus, et en fait c'est en apportant un peu d'éléments contextuels, en regardant notamment le fait que pendant plusieurs temps de jeu, on ne gagne pas la ligne d'avantage, c'est-à-dire qu'on a le ballon mais on n'avance pas avec,
bah là c'est vrai qu'on voyait qu'il y avait une forte augmentation au bout d'un moment de perdre le ballon. Et donc du coup c'est vraiment quelque chose qu'on a appliqué, c'est une règle que les joueurs connaissent par cœur, à partir de temps de jeu où on n'a pas gagné, selon la zone de terrain où on est, et puis il y a différents contextes, etc. Mais là on va décider de jouer au pied pour décider de là où on va donner le ballon adversaire, quoi, et de pas le perdre. C'est l'exemple concret, mais encore une fois, bon, c'est toujours assez complexe, mais c'est des petites choses qui viennent, on va dire, aider à l'orientation de la tactique. Oui. Comment? J'ai pas entendu. Ah oui. Ouais. Eh ben, ça montre bien qu'au final, ça sert à rien de forcément de tout prédire, de tout prévoir. Il y a plein de choses qui fait qu'on aurait pu gagner ce match-là, mais après, ça fait partie du sport. Je l'ai toujours dit de toute façon, qu'on faisait la prépa à la Coupe du Monde. Je sais que ça va jouer à un rien, que ça peut être un carton, ça peut être un ballon perdu, etc. Et c'est ce qui fait partie aussi du sport. C'est qu'on essaie de tout maximiser pour que la performance soit le mieux, mais après, il se passe des choses qui fait que, bon, bah voilà, on a beau essayer d'avoir tout anticipé, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément rester attaché et on va dire avoir un sang-froid uniquement aux chiffres et s'arrêter là-dessus. Il y a plein de choses à mettre en œuvre autour des joueurs et puis c'est l'aléatoire du sport qui fait aussi le résultat, quoi. Ouais. Ouais, non mais si, complètement, on fait forcément des statistiques sur l'arbitre, et en plus cet arbitre-là avait de très bonnes stats là-dessus, mais c'est vrai qu'en fait on a des tableaux de bord aussi sur un arbitre où on va regarder justement ce qu'il fait par rapport aux autres, là où il va avoir tendance à sur ou siffler ou sous-siffler par rapport aux autres, quoi. Ça permet d'avoir des indications, de se dire attention, peut-être que cet arbitre-là de ce week-end, il est vraiment attentif à cette faute-là, etc. Et donc du coup d'alerter, on va dire, les joueurs sur ces choses-là. On essaie de le prendre en compte, mais après... Oui. J'ai pas bien saisi la manière d'évaluer l'état psychologique en temps réel Ouais. des joueurs. Comment ça Ouais. se passe concrètement? C'est tout simplement, en fait, c'est un questionnaire où on a demandé à chaque joueur comment ça t'impacte toi et comment ça impacte le groupe sur une note de 0 à 10, tel événement. C'est-à-dire le fait de perdre le ballon, le fait de concéder un essai. En fait, les différents événements de jeu, ils nous donnent une pondération, et ensuite, en y ajoutant d'autres choses comme l'écart au score, etc., la différence de l'adversaire, le temps du match qui reste, etc., ça nous permet d'avoir cette courbe-là, quoi, en prenant la moyenne, en fait, des réponses de tous les joueurs. C'est la limite complètement du truc, c'est qu'on estime que l'adversaire, on va dire, aurait répondu à peu près comme nous. Donc au final, c'est les mêmes pondérations qu'on prend pour l'adversaire, parce que vous avez tout à fait raison, on les a pas. Mais après, selon les événements de jeu qu'a subi l'adversaire, forcément, c'est pour ça que les courbes sont distinctes. Ok, ça marche. De toute façon, je suis disponible après si jamais vous avez d'autres questions. N'hésitez pas. Merci.